voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, la télé sous toutes ses coutures. Que regardent les voisins du monde entre télé-réalité, jeux, musique, séries, infos, sans oublier les incontournables stars et leurs confessions intimes. De quoi poser la question de la qualité des contenus télévisés. Avec l'arrivée d'Internet dans les foyers, les chaînes sont de plus en plus nombreuses à proposer des programmes à la demande après la diffusion, ce qui assure évidemment une nouvelle vie aux émissions et aux documentaires. Est-ce la fin de la télévision passive? Les téléspectateurs sont-ils plus exigeants sur ce qu'ils veulent désormais regarder? Nous allons en discuter avec nos invités de Paris à Séoul en passant par Abidjan. Samuel Gontier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama, un hebdomadaire célèbre en France, spécialisé à la base, spécialiste de la télé, mais plutôt un hebdomadaire culturel en général. Et vous publiez le fruit de vos contemplations télévisuelles, ça s'appelle Ma vie au poste. 8 ans de plateau télévisé, très solitaire finalement comme métier, non ? Oui, effectivement, parce que la plupart de mes collègues sont plutôt dans la recommandation de bons programmes. Bon, c'est ce qu'on fait beaucoup à Télérama, c'est-à-dire qu'ils regardent des programmes à l'avance et ils recommandent des bons documentaires, des bonnes fictions, des bonnes séries à nos lecteurs. Et moi, j'ai le rôle un petit peu inverse, c'est-à-dire que je regarde un petit peu le tout venant, les programmes de flux, ce qui occupe beaucoup de temps d'antenne, mais qui n'est pas toujours de très bonne qualité. Alors évidemment, oui, vous publiez une enquête à charge, mais qui a le mérite de scruter avec beaucoup de recul ce flux incessant d'images. 7 Français sur 10 jugent que les programmes télévisés sont de moins bonne qualité qu'il y a quelques années, selon un sondage BVA réalisé cet été. Vous avez vu ça ? Non, ils sont pas dupes. Échappé. Cette opinion, en tout cas, est partagée par toutes les catégories de la population. Sarah Bagueri, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes directrice des études monde et stratégie des contenus chez Médiamétrie. Nous serons également en ligne à Abidjan avec René Bourgoin, qui est directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire. Et puis notre correspondant en Corée du Sud, Frédéric Ojardias, nous racontera sa vie dans le métro à regarder la télévision sur son smartphone. Et quant à vous, les voisins et les voisines, bien sûr, appelez-nous, dites-nous, il paraît que les voisines d'ailleurs regardent davantage la télévision que les hommes. Quels sont les programmes qui vous séduisent et pourquoi ? Appelez-nous tout de suite au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous lis quelques observations de nos auditeurs. Évidemment, vous pouvez commenter. Mawena, qui est à Lomé au Togo, nous dit que la télévision a pris une place importante dans nos activités quotidiennes, écrit-elle. La diversité, la richesse des contenus diffusés nous rendent accros. Entre feuilletons, documentaires, informations, on ne sait plus où donner de la tête. Voilà. Évidemment, c'est un point de vue partagé par pas mal d'auditeurs qui nous écrivent. Même enthousiasme pour Ahmed à Dakar. La télé a une importance capitale dans ma vie, nous écrit Ahmed. Elle me permet de voyager, de découvrir plein de choses que j'ignorais grâce aux documentaires, aux informations. C'est vraiment une ouverture vers le monde, à défaut de visa. Mohamed, un papa malgache, ça c'est moi qui ai rajouté, mais je pense que c'est l'opinion partagée. Mohamed est un papa malgache énervé en Tananarive. La télé numérique, nous dit Mohamed, occupe une trop grande partie de nos journées, surtout chez les enfants. Et ils connaissent tous les programmes de toutes les chaînes. Chez moi, je ne peux même plus regarder les infos. Voilà, la télé à l'origine de conflits familiaux, ça ne date pas d'hier. Non. Mais on voit de plus en plus l'écoute conjointe s'installer, donc des programmes familiaux qui rassemblent les enfants, la famille. Et oui, c'est ce que conseillent tous les professionnels de l'éducation, de regarder la télévision en famille, ne serait-ce que pour éduquer ses enfants à l'image. Oui, mais dans le même temps, le nombre d'écrans par foyer en France s'est multiplié. Beaucoup d'enfants ont une télévision dans leur chambre. Il y a des télévisions dans toutes les pièces, quasiment, donc, dans beaucoup de familles. Chacun dans son coin, chacun avec son programme. Oui. Maïcha, qui est à Moroni, aux Comores. Chez nous, la télé décore notre salon. On ne la regarde pas vraiment, même si parfois elle reste allumée toute la journée. Oui, alors du coup, ça rentre dans les enquêtes ? Oui, tout à fait, mais ce qu'on a maintenant, c'est le watermarking. C'est énormément de technologies qui existent aussi pour voir si non seulement la personne va regarder la télévision, si son écran est allumé, mais si aussi elle va regarder les images ou faire autre chose, comme repasser ou faire le ménage. Ah, on peut repasser et regarder la télévision, mais effectivement, on peut la laisser allumée sans savoir ce qui est diffusé. Doris est à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Toute famille, nous dit Doris, doit avoir une télé. Moi, j'adore tout, les films,
les séries, le romantique, la fiction, les programmes politiques, les infos, le sport. Ce que je n'aime pas, ce sont les films sur les grands événements horribles de l'histoire, comme ceux sur le génocide du Rwanda, le naufrage du Titanic. Voilà, ce qui est bien avec la télévision, c'est que ça aplatit beaucoup de choses. Ilias à N'Djamena, au Tchad, la télé, il faut la bannir, nous dit Ilias. À force de tout suivre, jour et nuit, les couples se séparent, les enfants deviennent bêtes, et tout le monde est persuadé que ce qu'il se passe dans un film correspond à la vraie vie. Ça vous fait... C'est très pessimiste. Ça vous fait sourire, Samuel Gontier. Oui, je pense que, c'est difficile de dire on doit couper la télé parce qu'il y a plein de bonnes choses quand même à la télé. C'est quand même une ouverture sur le monde. Il y a plein de moments d'intelligence. Il n'y a pas que des programmes qui abêtissent, même s'il y en a aussi. En tout cas, vous nous appelez pour pousser vos coups de cœur ou vos coups de gueule, les voisins et les voisines, pour nous parler de ce que vous regardez à la télévision ou ce que vous décidez de ne plus regarder d'ailleurs, ou ce que vous aimeriez regarder. 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission. Sarah Bagheri, alors quelle tendance de la télé dans le monde? Regardons-nous tous la même chose? Oui et non. Je dirais oui parce que de plus en plus, on a ce qu'on appelle des programmes qui sont adaptés. Donc, je pense à des programmes de flux comme The Voice, comme MasterChef. C'est des programmes qui fonctionnent à l'étranger. Bon, les concours de cuisine, les concours de chansons. Les concours de cuisine, de chant, qui sont adaptés à l'étranger et ensuite adaptés à la sauce locale pour plaire au public du pays. Mais quand même, ça reste des formats assez homogènes. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que les goûts et les couleurs diffèrent beaucoup selon les pays. Donc, les gens ne regardent pas la télé de la même manière. Ils ne regardent pas forcément les mêmes choses. Donc on n'est plus à l'ère de l'homogénéisation des médias, comme on en parlait par exemple dans les années 30, avec l'arrivée de Hollywood, l'arrivée de la propagande nazie, on assimile les médias à une seringue hypodermique qui injecterait les pensées, les opinions dans un public passif. Maintenant, le public est roi et il a de l'hyper-choix, il a énormément de choses à regarder et c'est lui qui va choisir quoi regarder et c'est les médias qui s'adaptent aux téléspectateurs. Est-ce vraiment le cas, Samuel Gontier, vous qui avez regardé ce que vous nommez le tout venant pendant 8 ans? D'ailleurs, on va peut-être juste entendre, ça ressemble à ça, le bruit de la télévision en France. Madame, monsieur, donc bonsoir. Karim, tu viens? On se douche ensemble. J'arrive pas à y croire, c'est waouh, 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 waouh. Ça se discute, comme son nom l'indique, met le doigt sur des sujets qui ont la particularité de faire réagir tout le monde. Allô? J'ai vu le vrai visage de Mané. En 2 minutes, elle était sous la douche avec Esteban et avec Karim. Ils devront faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. On sait pas trop de quoi on est capable. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Comment te dire, j'ai pas de mots. C'est une fois dans ta vie qu'il peut t'arriver ça. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Au départ, ils étaient 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Alors ça ressemble à ça, le bruit de la télévision pour vous, Samuel Gontier. En tout cas, c'est ce que vous avez passé 8 ans à regarder et à décrire dans votre livre. Voilà, en tout cas, c'est la télévision que je regarde. Donc je regarde très peu de fiction. Vous êtes payé pour ça, il faut préciser. Quand même, je suis payé pour regarder la télévision. Ça fait rêver les enfants quand je leur dis ça. Mais je regarde effectivement, je ne regarde pas forcément les programmes de meilleure qualité, les bons documentaires, les excellentes séries ou les bonnes fictions. Je regarde plutôt la télé-réalité, les talk-shows, les divertissements, les infos aussi, les JT, les chaînes d'information. Et moi, je ne suis pas sûr que le choix élargi dont bénéficient les téléspectateurs, avec de plus en plus d'écrans et de plus en plus de chaînes, je ne suis pas sûr que ça les fasse aller vers plus de qualité. Je pense qu'au contraire, il y a plutôt un nivellement, une course à la concurrence, une course à l'audience des chaînes, qui du coup vont plutôt vers la facilité, vers le trash, vers le buzz, vers ce qu'on appelle le buzz médiatique, c'est-à-dire les polémiques qui sont censées plutôt attirer des téléspectateurs. Ça veut dire qu'en termes de chiffres, là, ce qu'on vient d'entendre, le tout venant, comme vous dites, donc plutôt du trash, plutôt de la télé-réalité, en tout cas des programmes extrêmement populaires, peu éducatifs par exemple, et qui ouvrent peu sur le monde, il faut bien dire, très
très standardisé. Ça totalise combien de l'audience, puisque Sarah Bagheri, vous nous disiez que c'est vrai que l'offre est infinie aujourd'hui. Mais en réalité, ce que vous appelez le tout venant, c'est quoi par rapport à l'audience en général ? Les 2/3, est-ce qu'on peut le mesurer, ça ? Alors c'est difficile parce que ça dépend vraiment des émissions, mais c'est des émissions. On entendait un extrait de Koh-Lanta, qui est une télé-réalité compétitive de TF1 qui se passe dans une île déserte où en gros on doit survivre, passer des épreuves et survivre jusqu'à la fin. Et à force d'élimination, il n'en restera qu'un. C'est le principe de l'émission. Ça fait de très bonnes audiences. C'est quand il y a une soirée avec Koh-Lanta, c'est Koh-Lanta qui fait la meilleure audience. Voilà. Et ce sont des programmes aussi, ce genre de programme, c'est quand même ce qui constitue l'essentiel des grilles des chaînes, c'est-à-dire des grilles de programmes. Et du coup, c'est quand même ce à quoi sont exposés les gens, les téléspectateurs, la plupart du temps, enfin les 3/4 de la journée. Donc ça touche beaucoup de monde, ça touche forcément beaucoup de monde, beaucoup plus de monde qu'un documentaire très pointu sur Arte, qui est une chaîne plutôt culturelle en France. En termes de création de nouveaux concepts qui sont lancés partout dans le monde, on voit qu'il y a peut-être 10 000 programmes, autour de 10 000 programmes par an qui sont lancés dans, on va dire, 50 pays. Et sur ces 10 000 programmes, on a aussi bien des programmes de fiction, donc tout ce qui est séries, telenovelas. On a des programmes de flux. Donc les émissions de divertissement dont on parle avec Samuel Gontier. On a également des programmes factuels, tout ce qui se passe autour des documentaires, des talk-shows, des magazines. Et ce qu'on voit, c'est que la fiction se porte très bien et entraîne énormément de créativité. On mise de plus en plus sur des programmes de qualité, on mutualise les ressources financières entre pays pour créer des belles coproductions autour de séries historiques ou de séries qui éveillent un petit peu tout ce qui est responsabilité civique, sociale. On a des documentaires qui sont vraiment de qualité et qui s'apparentent aussi aux questions d'actualité. On parle beaucoup des migrants en ce moment, donc on a énormément de documentaires qui suivent ça. On a aussi des documentaires qui sont très immersifs, qui vont dans les prisons pour voir un petit peu ce qui se passe quand on est immergé comme ça dans ces prisons. Là, vous feuilletez le catalogue de l'offre, en somme, finalement. Oui, donc, mais tout est sur la table, le meilleur comme le pire. Le meilleur comme le pire. De toute façon, la télé-réalité, elle est ce qu'elle est. C'est pour divertir. Et le rôle de la télévision, c'est éduquer, informer, divertir. Donc, c'est 1/3. Alors ça, c'était éduquer, informer, divertir. C'était en fait le slogan de l'ORTF, de la vieille télévision française à l'époque où c'était un monopole d'État. Je pense que ça a quand même beaucoup changé. Et que ce n'est plus tellement la devise des télévisions commerciales qui cherchent surtout à faire de l'audience. Je pense que c'est surtout divertir qui les préoccupe le plus. On va y revenir, bien sûr. Je vous redonne le numéro de téléphone, les voisins. Appelez-nous, dites-nous ce que vous regardez à la télévision et surtout dites-nous ce que vous pensez de la qualité des programmes qui vous sont proposés en gratuit, payant, peu importe. Mais vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins. C'est sur RFI. Nous sommes en ligne à Abidjan avec René Bourgoin, qui est directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire. Bonjour René Bourgoin. Oui, bonjour madame. Je voudrais corriger déjà, ce n'est pas Bourgoin, c'est Bourgoin. Ah pardon, René Bourgoin, tout à fait. Ma langue a fourché, je vous prie de m'excuser. René Bourgoin, vous êtes dans un pays où la télévision est devenue le premier équipement média à la maison, d'ailleurs dans bon nombre de pays d'Afrique subsaharienne, loin devant le smartphone. D'ailleurs, on regarde en moyenne la télévision plus de 3 heures par jour, si tant est qu'on possède bien sûr l'électricité. Aujourd'hui, comment se positionnent les exigences des téléspectateurs par rapport à l'offre aussi, qui s'est considérablement élargie dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Déjà pour évoquer l'offre par rapport à l'électricité, il n'y a pas de problème majeur à ce niveau en Côte d'Ivoire.
l'offre est véritablement diversifiée, très diversifiée avec les programmes que nous avons. Il y a la Côte d'Ivoire reçoit approximativement près de 200 chaînes de télévision. Bon, c'est vrai que au niveau de la télévision gratuite, l'offre est moins importante. Oui, bien sûr. Mais grosso modo, c'est 200 chaînes de télévision qui sont reçues par les téléspectateurs ivoiriens, par la population ivoirienne. Et là-dessus, à partir du moment où il y a une diversification de l'offre, il y en a pour tous les goûts. Donc, à ce niveau, je dois dire que les téléspectateurs, ou en tout cas les populations ivoiriennes, ne se plaignent pas. Avec des créations nationales d'ailleurs. Hein. Donc l'appétit pour la télévision explose dans un pays comme la Côte d'Ivoire. À l'heure d'Internet et de la télévision à la demande, là je pense surtout au public jeune qui sont très friands de cette télévision à la demande. Finalement, à quoi sert la haute autorité sur la qualité, sur les contenus ? Je vous en remercie. La haute autorité de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Et il ne peut pas y avoir de régulation sans un contrôle véritable, sans une protection de l'enfant, et j'ajoute à l'enfant l'adolescent. Donc sans une protection de l'enfant et de l'adolescent. C'est une préoccupation dans tous les pays, pour tout le monde, les parents, les associations et le pouvoir public. Et c'est pour cela que la haute autorité a adopté une décision en 2014, je crois que c'était en avril 2014, une décision relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les médias audiovisuels. Donc cette décision est appliquée, elle est bien appliquée et la haute autorité veille à ce que les programmes ne heurtent pas la sensibilité de ce qu'on appelle le jeune public. Sur quoi notamment ? Alors, ça part des programmes de violence, de la violence, jusqu'aux programmes portant atteinte au meurtre. Et au-delà de en plus de tous ces D'accord, donc c'est ça que c'est violence pour résumer finalement. Donc là, vous nous parlez du rôle de gendarme, mais est-ce que la haute autorité peut aussi avoir un rôle d'incitation pour inciter des programmes de qualité pour les jeunes publics ? Alors, oui, le programme d'incitation vient de ce que la haute autorité a estimé qu'avec le développement technologique actuel, il fallait que la production nationale s'organise, il fallait organiser les producteurs et nous avons, à cet égard, pris également encore une décision qui porte statut du producteur audiovisuel. Cela n'existait pas par le passé et désormais, les producteurs audiovisuels en Côte d'Ivoire ont un statut et ce statut leur permet une meilleure organisation, une meilleure visibilité, leur permet d'avoir accès aux emprunts, aux fonds de garantie, aux aides extérieures. Pour favoriser la création. Merci beaucoup, René Bourgoin, directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire. Sarah Bagueri, concernant la télévision sur le continent africain, on va bien sûr y revenir juste après le flash, mais que vous inspirent là, les descriptions de la Haute Autorité audiovisuelle en Côte d'Ivoire ? Ce qu'on voit en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. On voit de toute façon que l'Afrique francophone, l'audiovisuel en Afrique francophone est vraiment en train de s'organiser. On a 80% de l'Afrique qui sera francophone en 2050. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'acteurs francophones qui viennent et qui investissent les médias en Afrique. Donc ça crée vraiment une impulsion positive parce que du coup ça s'organise en interne et de plus avec l'arrivée, l'extinction du numérique et l'arrivée de la TNT, etc. On a énormément de choses qui se mettent en place. On va en reparler bien sûr et puis si vous êtes friand de la télé à la demande, appelez-nous pour nous dire ce que vous aimez. Regardez, on se retrouve dans 3 minutes après le flash. Autour de la question. 7 milliards de voisins, on est ensemble. Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. La télévision est morte, vive la télé! Non, avec l'arrivée d'Internet, elle n'a peut-être pas dit son dernier mot. Les consommateurs peuvent désormais décider de leur
autant de cerveaux disponibles avec les programmes à la demande. On en discute avec Sahar Begueri, directrice des études Monde et Stratégie des contenus chez Médiamétrie. Samuel Gontier, vous êtes journaliste à Télérama et vous publiez une longue observation qui s'appelle « Ma vie au poste », 8 ans d'enquête sur la télé tout venant, comme vous l'expliquiez en première partie d'émission, c'est-à-dire finalement cette télé qui totalise les plus grosses audiences, la télé-réalité, mais aussi le journal télévisé, les jeux, que sais-je encore Oui, une télé un petit peu de l'insignifiance. Et pour rebondir sur ce que disait... Les présentateurs de journal télévisé, du journal télévisé apprécieront la télé de l'insignifiance, c'est ce que vous dites. Oui, parce que c'est ce qui rassemble, c'est ce qui peut rassembler les plus larges audiences. Si on parle beaucoup de météo, par exemple, personne ne peut être contre l'information d'informer sur la météo. C'est quelque chose qui rassemble tout le monde. Et la météo, par exemple, il y a quelques années encore, en France, c'était simplement après le JT. On parlait de la météo, il y avait un bulletin météo après le JT. Maintenant, il y en a un avant, il y en a un après. Et souvent, dès qu'il fait un peu chaud au mois d'août ou un peu froid au mois de décembre, on fait des sujets entiers, des reportages entiers sur la météo. Parce que ça fait de l'audience, parce que c'est ce que les téléspectateurs réclament. Ça concerne tout le monde, forcément, ouais. La météo. Et surtout, ça ne froisse personne. Alors, mais la météo, comme les événements politiques, déclenche des pics d'audience, ça c'est sûr. Alors justement, les voisins, les voisines qui nous écoutez, que pensez-vous des programmes disponibles, quel que soit le canal et les chaînes que vous regardez? D'ailleurs, appelez-nous et dites-nous ce que vous regardez. 33 1 84 22 71 71. Je lis le message de Yann qui est à Tomasina à Madagascar. Sans la télévision, la vie est moche. Ou Valdo qui est à Douala au Cameroun nous dit avec la télévision que nous vivons en termes d'accès, avec la révolution que nous vivons en termes d'accès à l'information, il faut réaliser que la télé, finalement, nous dit Valdo, a perdu son influence dans nos habitudes. Et d'ailleurs, le smartphone m'a rapproché de la radio, surtout celle dont je reste fan. RFI, bien sûr. Voilà, je ne résistais pas à vous lire ce message. Mais la télé reste mon écran préféré pour partager des émotions, comme lors d'un match de foot. C'est le média de l'émotion par excellence. C'est ce que vous dites, en tout cas, vous, Samuel Gontier, notamment, y compris dans le journal télévisé. Oui, c'est ce qui rassemble les gens, les émotions les plus simples. C'est beaucoup plus facile de s'adresser à l'émotion des gens. Ça les touche beaucoup plus que de partir dans des débats compliqués, dans des débats plus intellectuels ou s'adresser plus à la raison. C'est moins vendeur. Et on parlait de la multiplication des écrans aussi, et effectivement, et des chaînes. En France, on a 27 chaînes gratuites. Et du coup, pour exister parmi ces 27 chaînes, il faut faire parler de soi, il faut faire du buzz. Il faut faire de la polémique, en général sur des sujets plutôt futiles et plutôt insignifiants, pour rassembler en tout cas un maximum de gens devant le poste. Donc 27 chaînes, ça veut dire que selon vous, ça n'est pas ça qui augmente la qualité de l'offre? Au contraire, je pense qu'il y a une logique de concurrence qui fait que tout le monde cherche de plus en plus à créer l'événement, souvent, en général pas avec des programmes de qualité. Sahar Begueri. Je pense que justement la multiplication des canaux, la multiplication des chaînes entraîne énormément de diversité et du coup chacun y trouve son compte justement. Oui, mais son compte qui fait combien de téléspectateurs? Ça dépend des chaînes, mais sur les chaînes principales, si on parle de la France, elle continue, il y a énormément de segmentation maintenant parce qu'il y a énormément de chaînes disponibles, mais chacun va trouver son choix là où il et son modèle de rentabilité aussi, quand même. Oui, voilà. Et donc, et l'arrivée de tout ce qui est guide de recommandation. Donc, on a Netflix qui a impulsé ça, mais on a énormément de chaînes qui essaient aussi de proposer aux téléspectateurs, de lui recommander ce qu'il pourrait voir en fonction de ce qu'il a l'habitude de consommer, c'est justement l'aider à faire son choix. Alors, si vous voulez bien, nous partons pour la Corée du Sud, qui est un pays considéré comme le pays le plus connecté du monde. L'Internet ultra rapide, 4G, omniprésent jusque dans le métro. Tout le monde ou presque possède un smartphone. Une connectivité qui a forcément une influence sur les pratiques télévisuelles. Nous sommes en ligne avec notre correspondant de RFI à Séoul. Bonjour Frédéric Ojardias. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les Coréens connectés en permanence regardent-ils toujours la télévision finalement ?
Oui, Emmanuel, vraiment plus que jamais, les Coréens sont complètement accros à leur écran. Les télévisions sont partout en Corée, dans les bus, dans les restaurants, en bas de chez soi, dans les petits magasins. Vous avez toujours un poste allumé avec un employé qui attend les clients en regardant le dernier feuilleton à l'eau de rose. Dans les familles aussi, la télé est allumée en permanence. Puis d'ailleurs, il faut rappeler au passage que les deux plus importants fabricants d'écrans au monde, Samsung et LG, sont tous deux coréens. Et ici, la population se jette sur les derniers modèles de télé, que ce soit en 3D, connectés à Internet, etc. Et puis les Coréens regardent beaucoup la télévision sur leur smartphone. Dans les transports en commun, c'est très frappant. Vous avez la moitié, parfois plus de la moitié des passagers qui est penché sur son téléphone pour regarder la télé, alors soit en direct, soit des émissions en vidéo à la demande. Donc Internet accentue finalement la pénétration de la télévision dans le quotidien des Coréens. Oui, Emmanuel, le web a en fait amené de nouvelles façons de voir la télévision. Tout d'abord, il facilite la rediffusion et la diffusion de vidéos à la demande. Et puis surtout, Internet a diversifié la façon de produire les contenus télévisuels. On voit ainsi émerger des expériences intéressantes comme ce programme très populaire de télé-réalité intitulé My Little Television. Il est d'abord tourné et diffusé en direct sur le web. C'est une sorte de compétition entre 6 célébrités, chacune dans une pièce face à une caméra. Et puis les internautes interagissent avec ces célébrités, leur posent des questions, leur demandent de chanter ou de danser. Et les meilleures séquences de l'émission sont ensuite montées et diffusées le samedi soir par une grande chaîne de télévision nationale. Et puis on voit aussi arriver des feuilletons et des émissions de télé-réalité conçues spécifiquement pour le web, avec des épisodes très courts de 10 minutes qui sont faits pour être vus sur un portable dans les transports en commun. Et l'une de ces émissions intitulée Le nouveau voyage vers l'Ouest suit ainsi 4 célébrités lors d'un voyage chaotique en Chine, et ça a ensuite été diffusé à la télévision. Le web semble ainsi être un espace d'expérimentation, d'innovation, ce qui finalement bénéficie à la télévision. Mais est-ce que la qualité des contenus des émissions sud-coréennes s'améliore pour autant ? Alors c'est une question délicate et moi j'ai plutôt tendance à beaucoup rouspéter quand j'allume la télévision, tellement je trouve la majorité de ces émissions plutôt normatives, abrutissantes. En fait, tout se ressemble un petit peu. Il y a 2 types d'émissions qui sont particulièrement populaires. Tout d'abord, la télé-réalité, qui consiste à inviter toujours les mêmes célébrités en boucle. Et puis, il y a les feuilletons à l'eau de rose, ou les dramas, comme on dit en coréen, qui, à quelques exceptions près, racontent toujours la même histoire de pauvres jeunes filles qui tombent amoureuses d'héritiers riches et arrogants. Ceci dit, le savoir-faire coréen en la matière est indéniable. Les émissions les plus populaires se vendent très bien à l'étranger, notamment chez le voisin chinois, en Asie du Sud-Est. Cette année, le drama intitulé Les Descendants du Soleil a fait un énorme carton dans toute l'Asie et les concepts d'émissions de télé-réalité à succès sont revendus en Chine et aux États-Unis. Les producteurs coréens ont développé un immense talent en matière d'occupation de temps de cerveau disponible. Et en Corée du Nord, alors, les Nord-Coréens auraient désormais droit à une version locale de Netflix. Est-ce possible ? Est-ce vrai ? Oui, tout à fait, Emmanuel. Alors, c'est tout nouveau et les Nord-Coréens qui appartiennent à l'élite, ceux qui ont accès à l'intranet nord-coréen, qui est très très contrôlé, eh bien, ils peuvent désormais revoir les émissions des 4 chaînes d'État. En réalité, des émissions de propagande si répétitives, si grossières que, pour dire la vérité, je doute que les Nord-Coréens s'y intéressent beaucoup. Et à en croire les témoignages de réfugiés au Sud, ce sont les émissions sud-coréennes qui s'échangent sous le manteau, au Nord, sous forme de DVD ou de clés USB. Et ces émissions font un véritable carton. Les autorités tentent d'ailleurs, sans trop de succès, d'empêcher leur population de voir ces programmes qui montrent l'opulence et la liberté qui règnent chez l'ennemi sud-coréen. Oui, comme quoi la télévision peut continuer d'être politique. Merci beaucoup Frédéric Ojardias, en direct de Séoul, en Corée du Sud. Sahar Bagheri de Médiamétrie. Que vous inspire la Corée du Sud aujourd'hui ? Les programmes sont-ils, comme nous le disait Frédéric, normatifs, abrutissants, je reprends ces mots le tout venant, comme on dit, le flux. Quoi. Oui, d'abord, c'est vrai que en Corée du Sud, c'est vrai que la télévision se consomme beaucoup. Elle est à 3h13 minutes, donc c'est à peu près à la moyenne de la consommation dans le monde entier, qui est à 3h14. Mais 3h30 en Côte d'Ivoire, j'ai vu. 3h45 au Cameroun, pour ceux qui la regardent. Voilà, mais la mesure n'est pas audimétrique, donc c'est vraiment du face-à-face qui permet d'avoir ce genre de chiffres, contrairement à des pays où il y a la mesure audimétrique. Et en France ? En France, elle est plus élevée. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément, comme votre correspondant le disait, il y a énormément de pénétration Internet en Corée du Sud et consommation des contenus via smartphone. En termes de contenu en Corée, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près, cette année, il y a eu plus de 100
nouveaux concepts qui ont été créés. La fiction domine en Corée du Sud, elle marche très bien. Et non seulement elle marche très bien, mais elle s'exporte donc de plus en plus. Donc elle a commencé en Europe de l'Est, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient. Oui, ça on a bien compris que c'était un très bon business, mais en termes de qualité finalement. En termes de qualité, ce qu'on voit... bien que la question est subjective, mais... Ouais. Ce qui s'exporte généralement, c'est comme par exemple des programmes aux États-Unis. Ce qu'on voit, c'est ce qui s'exporte et c'est ce qui fonctionne le mieux. Et ce qu'on voit s'exporter, c'est vraiment des programmes de qualité. J'en citerai peut-être deux. Un reality show, puisqu'on parle de programme de flux, qui s'appelle Grandpas of Flowers, qui va être adapté aux États-Unis. Et donc la version coréenne suit des acteurs un petit peu âgés qui voyagent en Europe, et la version américaine qui va arriver va suivre des acteurs américains qui vont voyager en Asie. Donc, forme d'ouverture sur le monde. Exactement. Et le deuxième programme, parce qu'il n'y a pas forcément que des séries ou des programmes de réalité, c'est un programme d'animation qui s'appelle Ladybug et le chat noir, qui est une coproduction France, Japon et Corée du Sud, et qui a été vendue dans 150 pays. Donc l'animation fonctionne aussi. Samuel Gontier. J'entendais le correspondant qui disait « tout se ressemble un petit peu ». Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une sorte de nivellement avec la multiplication des chaînes et des écrans. Il y a une sorte de nivellement. Et effectivement, on s'en sort souvent par la fiction. Enfin, je trouve que souvent, la fiction permet d'aborder des problèmes, des sujets historiques, culturels, des questions sociales qui ne sont plus tellement abordés dans les programmes de flux, dans les programmes même d'information. Oui. Et de susciter le débat, effectivement, voilà. dans des sociétés où le débat n'est pas forcément simple. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins, c'est maintenant. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Paris. Bonjour Sanjay. Bonjour Emmanuel. Nous vous écoutons. Écoutez, je voulais dans un premier temps rebondir sur ce qu'ont dit vos invités il y a quelques minutes. Moi, les trois mots-clés informer, éduquer, divertir, je ne dirais pas qu'ils sont originaires de l'ORTF. Oui, c'est ça. Voilà, mais plutôt de la BBC en 1922. Ces mots-clés, voilà, les trois premiers mots qu'a dit John Reith, qui est le fondateur de la BBC en 1922. Je voulais juste dire aussi que la relation que les Français ont avec la télévision est un peu différente de, par exemple, la relation que les Anglais ont avec leur chaîne. Ouais. Et je pense que voilà, il faut faire un travail de fond. Mais sur quoi, par exemple, relation différente? Par exemple, le service public britannique a la possibilité d'exporter aujourd'hui énormément de formats, beaucoup de programmes qui sont reconnus dans le monde entier. Aujourd'hui, le groupe France Télévisions n'a pas cette même possibilité. Donc en fait, de vendre notre expertise dans le monde télévisuel est très compliqué et très souvent, les programmes qui sont diffusés sur les chaînes du service public appartiennent à des groupes de production qui peuvent exploiter l'IP, donc tout ce qui est la propriété intellectuelle, sans que cela génère nécessairement des revenus pour le service public. Donc je pense que ça, déjà, c'est un premier point à rectifier. Et deuxièmement, il faut qu'on essaye d'intégrer la télévision dans cette bulle de plateforme intellectuelle qui est le livre, le théâtre, le journal, le livre, et essayer de faire en sorte à ce que la télévision soit perçue comme une plateforme, comme un média qui peut enrichir davantage la vie des Français, des gens. Et Arte le fait, mais malheureusement Arte s'est tellement positionné en un média de niche qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas cette chaîne à sa juste valeur. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Samuel Gontier. Que répondez-vous ? Vous qui avez passé 8 ans devant le poste, avec une observation tout de même, enfin un verdict sur cette télé de flux que vous décrivez comme simpliste, démagogique, servile, souvent raciste, sexiste également. Oui, moi j'ai l'impression que
en tout cas, ce dont on parlait tout à l'heure, la durée d'écoute ne faiblit pas. On parlait beaucoup de l'émergence de nouveaux médias, d'Internet. La durée d'écoute en France de la télévision reste au-delà de 3h30 aussi. Donc la télévision ne meurt pas et elle se répand plutôt sur tous les écrans, j'ai l'impression. C'est plutôt une dissémination de la télévision et j'ai l'impression que que tout le monde se met à faire de la télévision. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de vidéos aussi. Il y a une vidéo d'une starlette américaine comme Kim Kardashian qui publie une vidéo sur son... Cette émission en ce moment même est filmée d'ailleurs, hein, vous pouvez la regarder voilà, sur la donc page. Les radios sont filmées, même dans les sites des journaux papier, des journaux imprimés, on développe aussi la vidéo, donc on fait de la télé un petit peu partout. Et sur les réseaux sociaux, voilà, je prenais l'exemple de Kim Kardashian qui fait une vidéo, qui poste une vidéo sur Twitter. Cette vidéo est vue en quelques heures par des millions et des millions de personnes à travers le monde, comme une émission de télévision court, en fait. Voilà, donc ça veut dire que la télé court aussi après ces innovations-là, ces formats-là, ce nivellement-là. Sous-entendu, c'est ce que vous voulez dire? Est-ce que Internet influence finalement mal les contenus de la télévision ou pas? Je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la télévision qui influence Internet. Alors, moi, je dirais plutôt les deux. C'est vrai qu'on voit sur l'écran principal, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution graduelle de l'écoute de télévision, mais parce que, comme vous disiez, Samuel, les gens consomment autrement, ils consomment en différé, ils consomment en rattrapage sur d'autres écrans, donc aussi bien le mobile que la tablette, l'ordinateur. Et ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a une nécessité par rapport à toute cette concurrence de s'adapter à ce mode de consommation. Donc, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les chaînes essaient de créer des stratégies innovantes pour attirer de plus en plus les téléspectateurs, notamment les jeunes. Je pense à Canal+ Série qui a été créé en France et qui fonctionne sur le modèle de binge-watching, donc tout ce qui est consommation en marathon de séries télé les unes après les autres. Et en Allemagne, par exemple, Family Browns, qui est une comédie dramatique, a été diffusée en avant-première sur YouTube avant d'arriver sur la télévision. Sur les séries télévisées, vous tout de même, vous reconnaissez, Samuel Gontier, qu'il y a une amélioration très très nette de la qualité, ne serait-ce que par la diversité des créations. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est dans ces séries que quelquefois sont posées les vraies questions. Il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on se mettait sous la dent à part Dallas, finalement, hein? Non, il y a aujourd'hui des séries qui posent des vraies questions de société, politique, économique, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans d'autres programmes beaucoup plus légers. Et artistiquement aussi de qualité. Voilà, bien sûr. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à un voisin qui nous appelle de Bambey au Sénégal. Bonjour Amadou. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu, vous avez 30 ans. Regardez-vous la télévision? Depuis 2012, Emmanuel, moi, j'ai un problème pour regarder la télévision au Sénégal. Parce qu'avec l'effet de massification des nouvelles chaînes de télévision, malheureusement, on a des programmes qui changent certes de nom, mais qui ont le même contenu de programme. Et tenez-vous bien que moi, je suis enseignant informatique. Les élèves à qui je donne des cours, ils captent beaucoup plus les émissions qui sont ludiques, parce que la plupart du temps, ici au Sénégal, les émissions que l'on propose sont pour la plupart du temps pour le nouveau système LMD, qui est la lutte, la musique, la danse. D'accord, c'est un jeu de mots avec LMD, licence master et doctorat. Hein. D'accord, comme les Africains sont effectivement friands de ce très bon jeu de mots. Et là, c'est donc lutte et puis musique. Oui. Et puis danse. D'accord, lutte, musique, danse. Bon, on va garder ça, hein, le LMD sénégalais. D'accord. Mais ça, c'est pas du tout bon, quoi. Parce que moi, je pensais que ici au Sénégal, quand même, c'est le pays de Senghor, d'Abdou Diouf, qui sont de grands intellectuels. Mais au lieu de proliférer des émissions qui peuvent vraiment donner l'accès aux élèves, aux enfants, leur aider sur leurs études, mais les émissions les plus célèbres, c'est-à-dire que ce sont les émissions où on permet aux élèves d'imiter des chanteurs. Et on donne beaucoup d'argent sur ce genre d'émissions et c'est vraiment déplorable. Et là, on a un conseil, ça s'appelle le CNRA, le Conseil national pour la régulation de l'audiovisuel. Ils ont pour la charge quand même de filtrer les émissions qui passent à la télévision. Mais on sent que vraiment cet organisme n'a pas sa raison d'être. Les télévisions vraiment font ce qu'ils veulent.
et il n'y a pas de régulation. C'est la raison pour laquelle, depuis 2012, je vous assure, Emmanuel, ici au Sénégal, je ne peux pas rester pour suivre les émissions parce que c'est déplorable. Donc vous avez cessé de regarder la télévision? Mais moi, j'ai cessé de regarder la télévision. Moi, si je veux regarder les informations, je le regarde c'est-à-dire au niveau des sites d'information, regarder ce qui se passe et puis c'est fini. Mais il n'y a aucun programme de nos jours qui m'intéresse au niveau des télévisions locales et nationales au niveau de mon pays. Et c'est déplorable. Merci beaucoup pour ce coup de gueule, Amadou, à Bambey au Sénégal. Alors ceci dit, la lutte, la musique, la danse, ça fait aussi partie de la culture. Hein. Ça peut être, ce sont en tout cas pour la musique et la danse, ce sont des rubriques artistiques. Samuel Gontier, comment vous réagissez par rapport à ce témoignage? Ça dépend comment sont présentées ces musiques et ces danses, parce que souvent, ce qu'on voit se développer, en tout cas en France, puisque je ne connais moins l'Afrique, mais ce sont des concours, c'est toujours de la compétition. Et je rejoins. Mais pourquoi déplorez-vous finalement l'aspect compétition? Effectivement, qui est un vrai point commun, qu'il s'agisse de concours de pâtissiers, de cuisiniers, de chanteurs. Ce que décrivait l'auditeur tout à fait bien, c'est effectivement un nivellement et que, encore une fois, tout se ressemble. Et on avait une émission qui a eu beaucoup de succès en France, qui s'appelait Un dîner presque parfait, où en fait des gens s'invitaient à dîner les uns chez les autres et se noter. Et à la fin de la semaine, il y avait un gagnant. Et donc ça a très très bien marché. Et après, on s'est mis à mettre tout le monde en compétition. Donc des chanteurs dans les émissions de musique, mais aussi des pâtissiers, des coiffeurs, des agents immobiliers. Récemment, j'ai vu arriver un concours d'enterrement de vie de jeunes filles. Donc voilà, tous ces sujets à concours et à compétition. Le meilleur jardinier, le meilleur tatoueur. Voilà, un concours de tatouage, effectivement, aussi. Je le mets en parallèle aussi. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, qu'est-ce qui serait plus qualitatif à la place de ça, de ces compétitions, pour vous? Je ne sais pas, je ne suis pas directeur des programmes, ce n'est pas à moi de faire les programmes, mais ce que j'observe, c'est que ce discours de compétition, de performance, se retrouve aussi à travers les informations dans la description de l'environnement économique. Vous iriez jusqu'à dire que ça n'incite pas au vivre ensemble, ça n'incite pas à la solidarité, par exemple? C'est quand même... Ou pas. Ce sont quand même des émissions fondées sur l'élimination. Alors de plus sur la sélection et l'élimination. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des émissions qui délaissent la compétition, justement, et la concurrence, pour se concentrer vers les valeurs positives. Et ça, c'est une grosse tendance des émissions de divertissement en ce moment. C'est des émissions qui se concentrent sur les enfants, la famille, donc basées sur des concours de chant, etc., mais qui impliquent la famille aussi. Donc on avait The Voice pour les adultes, ça a donné The Voice Kids, qui a très très bien marché, notamment en Allemagne. Et donc on a ce type de programme qui fonctionne bien et qui ensuite entraîne de nouveaux concepts. Donc c'est pas uniquement des programmes homogènes, c'est ensuite des programmes qui font naître de nouvelles idées. Je pense notamment Pequeños Gigantes, qui a été un format latino, qui a été basé sur un programme mexicain, qui montre un petit peu les enfants effectuer des performances musicales ou de danse avec leurs parents. Et c'est absolument pas basé sur la compétition, mais plus sur des valeurs de vivre ensemble. Mais il y a bien un gagnant à la fin, non? C'est pas forcément le principe de l'émission. Oui, mais le dépassement de soi, c'est pas forcément tout à fait la compétition. Alors finalement, il nous reste assez peu de temps d'ici la fin de cette émission. Est-ce que la télévision est toujours l'opium du peuple? Est-ce que les exigences des téléspectateurs pourraient tirer la télévision vers le haut ou pas, selon vous, Samuel Gontier? Alors c'est difficile de savoir si c'est toujours l'opium du peuple, parce qu'on n'est pas dans le cerveau des gens et on ne sait pas à quel point elle influe sur leur cerveau et sur leur mode de pensée. Mais je ne pense pas que les téléspectateurs tirent tellement vers le haut les programmes, parce qu'on disait tout à l'heure, ils sont mécontents de ce qu'ils regardent, mais ils considèrent que la télé était meilleure avant, mais les programmes qui sont publicités par le public, ceux qui font le plus d'audience, ne sont pas ceux qui ont la meilleure qualité. Donc il y a une sorte de schizophrénie, je pense, des téléspectateurs, mais qui est en chacun de nous, et qui peut être chez moi aussi. C'est-à-dire qu'on voudrait beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de programmes intéressants, mais on se plante quand même devant l'émission de divertissement qui va nous divertir après une journée de travail.
La télévision est-elle toujours l'opium du peuple, selon vous, Sahar Bagheri ? Opium, je dirais que c'est pas le bon mot. Opium, c'était quand il y a eu la guerre des mondes dans la fin des années 30, adaptée d'H.G. Wells, où on a entraîné une panique aux États-Unis en déclarant à la radio que les Martiens avaient débarqué. Donc là, il y a eu des rationnements dans les supermarchés, des gens qui ont fui leur maison parce qu'ils ont écouté la radio et ils ont complètement pris ce message et il y a eu une panique totale. Maintenant, c'est plus ça. Le téléspectateur a le choix, le téléspectateur pense, le téléspectateur interagit avec l'émission et donc il y a vraiment cette interactivité-là qui a lieu. J'ai quelques doutes sur cette interactivité. Moi, je pense qu'on reste quand même très passif et que le martèlement d'une idéologie libérale qui constitue quand même le fondement de beaucoup de programmes à la télévision, je pense que ça a quand même une influence sur les conceptions des gens. En tout cas, les téléspectateurs sont partagés parce que Daniel nous livre ce message de N'Djamena au Tchad, nous dit « Moi, je regarde souvent la télé, surtout les novellas, les séries. Quand je commence, je ne m'arrête plus, je perds beaucoup de temps, je me rends compte que je suis esclave de mon écran. Certaines personnes oublient même leur travail. Preuve que personne n'est dupe finalement. » Oui, heureusement, je pense que la plupart des gens ne sont pas dupes. De la même manière que les ados qui regardent les émissions de télé-réalité assez vulgaires et racoleuses, pas très brillantes, les regardent pour se moquer des héros de ces télé-réalités, justement. Donc, ils ne sont pas dupes. Merci en tout cas à tous les deux. Samuel Gontier, il faut vous lire ces descriptions interminables de programmes télévisés de tout venant. Journaliste à Télérama, vous publiez Ma vie au poste. C'est aux éditions La Découverte. Merci à vous, Sahar Bagheri, directrice des études monde et stratégie des contenus chez Médiamétrie. Et merci également à René Bourgoin, qui était tout à l'heure en ligne avec nous, de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi, bien sûr, pour vos appels, vos témoignages. Et à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins, nous voilà tombés, nous aussi, dans le chaudron de la culture télévisée. On parlera cuisine avec le magazine et le site internet Afro Cooking, notre partenaire.